j'étais à Bucknell University en Pennsylvanie et on m'a demandé d'animer cette table ronde et de faire un petit topo historique. Mon projet de recherche porte sur l'histoire de l'éducation et la construction de l'identité culinaire en France, donc pendant la Troisième République, surtout. On a aujourd'hui Marie-Françoise Classo qui va nous rejoindre très bientôt, je pense. Elle était à Tours sur une nation. On a Jaroslav Dumenowski de l'Université de Toruń en Pologne, donc qui est chercheur en histoire de l'alimentation. Christian Durand, ici, directeur du réseau de création et d'accompagnement pédagogique Canopé pour l'Académie Orient-Tours. Nous avons Hélène Michelet, juste devant de l'école publique Raymond Queneau de Saint-Épin, et qui va nous parler d'un projet sur la diversité du patrimoine alimentaire. Et puis Anne Tadois, directrice de l'éducation de la petite enfance de l'agriculture. Et donc, on va faire un petit tour de table où chacun va parler un petit peu de ses expériences. Et après, on va ouvrir la discussion entre nous et avec vous tous. Moi, on m'a demandé de faire un petit topo historique, donc je vais parler un peu de cette question de la transmission du patrimoine alimentaire en regardant de manière historique. Et la chose dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le manger à l'école, la cantine, les réfectoires scolaires. Là, on a une petite image du tournant du siècle de nos petits écoliers. À l'époque, si on lisait, j'ai pris une petite citation du dictionnaire de pédagogie d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, qui était un peu Bible des instituteurs. Dans l'article Repas à l'école, c'est écrit « Les enfants les mieux partagés sortent de leur panier qu'on voit ici, du pain, un morceau de viande, un fruit, un peu de vin. D'autres ont les mêmes choses, mais de moins bonne qualité ou en quantité insuffisante. Il y en a qui le vin manque. Il y en a qui n'ont ni vin, il y en a qui n'ont ni viande. Ils s'en trouvent même qui n'ont pas assez de pain. La misère, la médiocrité et l'abondance sont en présence. Elles s'observent sans bienveillance et sans charité. Les enfants sont encore plus vains et plus jaloux que les hommes. Quelle voilà. année, pardon? Quelle année, 1888. La photo au tournant du siècle. Voilà, donc on peut imaginer que dans ces bouteilles-là, il y a du vin peut-être coupé d'eau, peut-être pas. Alors, si on parle beaucoup des repas scolaires, maintenant, historiquement, c'était beaucoup moins important. Enfin, cette fonction éducative, on voit les enfants, surtout dans les campagnes, qui apportaient leur panier. Les cantines scolaires, c'est une histoire un peu plutôt récente, bien qu'en 1844, à Lannion, dans les Côtes d'Armor, c'était la première cantine scolaire dans une salle d'asile, ancêtre des écoles maternelles. En 1849, à Paris, on commence à faire une aide pour les indigents, aide pour les indigents dans les écoles de Paris. En 1880, il y avait à peu près 500 cantines scolaires en France. En 1938, on était arrivé à 9000. Il y avait une vraie politique, surtout sur le Fonds populaire, pas Fonds national, oui. Fonds populaire, pour promouvoir ces cantines. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a, vous connaissez probablement beaucoup, ce mouvement pour les restaurants d'enfants, sous l'égide de René Pommier, à Monterjean. De cet restaurant qui était, enfin, je vais en parler rapidement. Ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est au 56, c'est l'année où on a interdit la consommation de l'alcool dans les cantines pour les moins de 14 ans. Et Montgeron était un modèle de cantine qui se voulait aussi pédagogique. Donc c'était à la fois un lieu pour apprendre le bien manger, la sociabilité et la bonne cuisine. Après, donc on a continué dans l'après-guerre. L'après-guerre, on arrive à une date importante, 1978, c'est la suppression de l'obligation de surveillance
maîtres, les professeurs dans les cantines. Voilà, donc on voit là, il y a une division importante entre cette pause méridienne et tout ce qui pouvait être éducatif à l'école. 1888, on a à peu près 15 000 communes avec au moins une cantine scolaire publique. Et on continue dans les années 80 et 90 avec les semaines de goût et les classes de goût dans les écoles. Donc tout ça, c'est vraiment, je pense, l'importance de la question de la cantine pédagogique, c'est plutôt quelque chose d'après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, il y avait autres approches. Il y avait toute la question d'apprendre à cuisiner à l'école. Donc, on vient à la question des cours d'économie domestique, qui, eux, s'adressaient surtout à un public post-primaire, dans les cours complémentaires qui existaient d'abord à Paris dans les années 1880. Dans les programmes des écoles primaires de la Troisième République, on a mis l'économie domestique dans les programmes d'école primaire, mais ce n'était pas du tout un enseignement pratique, à part les cours de couture et ce genre de choses, mais pour tout ce qui était culinaire, les écoles n'avaient pas de cuisine, où on pouvait faire la cuisine, donc c'était surtout dans les écoles primaires un cours théorique. Alors, on a inclus en 1923 l'économie domestique dans la leçon de choses qui étaient faites à l'école, mais c'est surtout sous Vichy que les cours d'économie domestique et donc les cours de cuisine aussi étaient devenus obligatoires pour toutes les jeunes filles de 14 à 17 ans. Donc on ne parle là pas d'un public de primaire, mais surtout d'un public de ce qui serait aujourd'hui collège ou lycée. En 1943, il y a une épreuve facultative au baccalauréat d'économie domestique. En 1944, un CAP d'art ménager. Et puis dans les années 50, on vient à... là, ça date de 1940. C'est un petit brochure publié à Lyon, le but moral de l'enseignement ménager, rendre les mesures ménagères non et nobles, donner à la concurrence féminine toute sa puissance pour assainir et élever l'atmosphère familiale. Années 50, on arrive, et 60, l'apogée, le début du déclin de l'enseignement ménager. Madame Classo pourrait en parler parce qu'elle a été enseignante dans ce domaine pendant un moment. On peut attribuer en partie ce déclin à la création du collège unique et le fait que le collège commence à faire partie de tout ce cursus secondaire où ce genre d'enseignement n'avait pas vraiment sa place dans la tradition française. On est venu plutôt à voir dans sur la question de l'optique de l'économie sociale et familiale, sous l'optique de la consommation. Oui. Les personnes qui sont là, c'est des personnes qui vont devenir cantinières ou c'est des élèves? Les élèves, non, c'était des élèves, des collégiennes ou des jeunes lycéennes qui étaient dans les cours d'économie domestique qui faisaient partie de leur enseignement. Comme aux États-Unis, il y avait à peu près la même chose. Sauf, à mon époque, aux États-Unis, il y avait des cours de travaux manuels pour les garçons et des cours d'économie domestique pour les filles. Après, c'était devenu mixte et maintenant, c'est à peu près disparu pour les questions de budget. Alors, une troisième approche de la question de la transmission du patrimoine alimentaire, c'est simplement dans les cours, l'apprentissage de la lecture. Là, vous connaissez peut-être ce texte qui est le rôti cochon. C'était une méthode de lecture de la fin du XVIIe siècle qui est une méthode de lecture de français et de latin qui était basée sur la cuisine. Donc c'est un texte, il existe un exemplaire de ce texte qui reste, mais assez intéressant. Mais d'une manière plus générale, pendant la Troisième République, c'est la période que j'étudie, dans les livres de lecture courante, qui étaient des livres que les étudiants dans l'école primaire utilisaient dans les cours élémentaires, cours moyen, cours supérieur, donc entre 8 et 13 ans, ils avaient ces livres et ces livres abordaient l'alimentation d'un point de vue scientifique, à travers la nutrition, à travers l'étude des différents types d'aliments. Donc ça peut être les
détail, ou ça pourrait être aussi les choux, les carottes, etc., les navets. Ici, c'est un livre qui était très populaire à la fin du 19e siècle, Robert Mary Hack, Le ménage de Madame Sylvain, c'est sur les cours supérieurs. Avant, c'était Suzette, c'est la même, et l'enfance de Suzette, comme les cours alimentaires. Ça, c'était un moyen. Donc, ça faisait partie, dans ces livres de lecture, c'était comme des encyclopédies, en fait. Donc, ils couvraient tout le programme. L'autre partie, c'était ce que j'appelle les tours de France gastronomiques. On vient un peu plus à la question du patrimoine alimentaire. Donc, très souvent, ici, c'est une image tirée de Tour de la France par deux enfants. Et à un moment, ils passent par Narbonne et il y a tout un topo sur le miel de Narbonne, puisqu'il y a tout un topo sur les coulards de Brest, tout un topo sur le fromage de Comté, etc. Et ça, ça revient très couramment, surtout pour les fromages. Ici, on a deux images aussi tirées de ces livres en 77, 99, donc des images de fromager avec des discussions de toutes les différents types de fromages qu'on peut trouver. C'est, je dirais, presque omniprésent dans ces livres où on voit souvent des jeunes enfants, soit dans la salle de classe, faire le tour en regardant une carte de France avec le net, soit vraiment il y a une histoire, un récit de voyage qui traverse la France. Ils vont apprendre dans les différentes régions ce qu'on y mange, ce qui est renommé par les Parisiens, mais renommé au niveau national, et apprendre à apprécier. Ou parfois même, dans certains de ces manuels, il y avait un manuel national et un supplément local. Et dans ce supplément local, on va parler parfois des spécialités de la région. Donc c'est les petites patries encloses dans la grande, en quelque sorte. Puis, pour les filles, dans les manuels pour les filles spécifiquement, on avait beaucoup plus d'informations sur les manières de table, que ce soit les couverts qu'on va mettre, comment découper les choses, ou des livres des recettes de cuisine. Ils vont lire, peut-être pratiquer à la maison, des recettes de pot-au-feu, etc. Mais ils ne peuvent pas pratiquer à l'école comme on va faire dans les années 50 et 60 parce que l'école n'a pas les moyens matériels de le faire. Donc c'est vraiment un discours gastronomique, c'est textuel. Dernier aspect, c'est fait partie du matériel scolaire, les bons points, les images qu'on pouvait donner aux enfants méritants. Et ça, on fait partie. Ici, c'était à la fois publicitaire et éducatif. Donc ici, on a pour la Touraine, avec des rillettes, etc. Et si on lit dans je prends un extrait d'un des manuels, c'est un manuel qui s'appelle La France, d'Alvarez et des jeunes manuels, où il passe par Tours. Je me contente de vous citer les pruneaux de Tours, qui sont aussi estimés que ceux d'Agen, et les rillettes, espèce de préparation de charcuterie qui a du renom. Et on voit que les mêmes produits qui étaient connus et célébrés et renommés déjà au XVIIIe, XVIIe siècle à Paris, vont être cités et faire partie de cette culture scolaire, ce bagage scolaire des enfants de la République. Donc, ça c'est peut-être quelque chose auquel on ne pense pas tellement maintenant, c'est-à-dire comment est-ce que l'enseignement de base, par l'école primaire, peut être aussi vecteur de connaissance du patrimoine gastronomique de la France, et peut-être on peut envisager d'autres bons points des années 50 qui peuvent imaginer cette possibilité. Voilà. Donc, petit aperçu historique. Je vais aller vers... oui, question. Je vais vous poser une question, je suis désolé, on va y aller dans un très longtemps. Vous allez faire une thèse là-dessus? Je travaille sur un livre qui s'appelle Les papilles de la nation, qui va traiter de l'histoire de l'école et la place de l'histoire gastronomique dans l'école à partir de la Troisième République jusqu'à nos jours aussi. Enfin, plus bas, si suffisant de l'inventaire du patrimoine culinaire de la France qui a été mis en place par le Conseil national de la... Ça peut intervenir. Déjà, pour voir, ce qui m'intéresse, c'est à quel point est-ce que ce sont les mêmes produits dont on parlait déjà au XVIIIe. Donc, il y a toute cette idée d'acculturation de la culture aristocratique bourgeoise qui descend vers les masses populaires qui sont le public de l'école primaire de la
que c'est la même histoire au niveau culinaire. Donc je vais en parler un peu plus vendredi lors de ma présentation, et puis au mois de mai, lors de notre colloque de l'IHCA.